Bonjour à tous. Bonjour. Avant de rentrer dans le vif du sujet, moi j'aurais très envie et besoin de mieux vous connaître parce que ça va m'être très utile pour la thématique que l'on va aborder ensemble aujourd'hui. Et pour cela, je vous propose de participer à un petit sondage pour lequel je vais avoir besoin que vous vous mettiez debout. Promis, rien de chelou, rien de bizarre, de pénible, etc. Le principe est simple. Je vais vous poser 3 questions. Si à chacune de mes questions, vous êtes capable de répondre par oui, je vous invite à rester debout. Si au contraire, vous estimez que c'est un non, je vous invite à vous asseoir. Ça va être tout facile, ça va être des questions de l'ordre qui parmi vous. Par exemple, qui parmi vous a déjà menti sur son profil Tinder, des trucs comme ça. Ok, donc rien de bien très compliqué. Ça roule? Ok. On est prêt? Oui, la foule en délire se proclame et tout, trop bien. Cool. Voici ma première question. Qui parmi vous a déjà accepté de dédier du temps, de l'argent, de l'énergie pour se former à devenir meilleur dans son job? Si la réponse est oui, je vous invite à rester debout. Et je vous invite à regarder autour de vous le résultat. À présent, voici ma deuxième question. Qui parmi vous a toujours été d'accord de dédier à nouveau du temps, de l'argent, de l'énergie pour se former dans le développement d'une compétence autour du sport, de l'art, d'un instrument? Pas mal, pas mal. Je vous invite à prendre 2 secondes pour regarder autour de vous. Et maintenant, vous me voyez venir. Ma 3e question. Qui parmi vous s'estime bon, voire excellent, dans sa capacité à réaliser ses rêves? Merci, et trop cool pour ceux qui ont ça en eux. Merci beaucoup. Ce que vous venez de constater, moi, c'est quelque chose qui me rend complètement barge. C'est un truc qui me fait halluciner et qui a été au cœur d'une réflexion pendant 2 ans qui a amené à la création d'un bouquin. Ce qui me faisait halluciner, c'est à quel point nous étions OK avec le fait de dédier beaucoup de notre temps, de notre argent, de notre énergie, de nos pensées pour certains domaines de nos vies. Et qu'est-ce qui fait que pour un truc aussi crucial, précieux que nos rêves, on n'était pas prêt à dédier la même qualité d'engagement? Et cette réflexion-là, elle m'a amené à quelque chose de plus grand en termes de questionnement qui est, je reviendrai au sponsor à la fin, à quoi ressemblerait le monde et nos vies si chacun de nous devenait meilleur à réaliser ses rêves? Il y a une partie de moi qui me dit que ce monde serait plutôt cool à vivre. Et je vous invite à présent à imaginer un jeune garçon. Ce jeune garçon, ce qui le fait vibrer dans la vie, c'est dessiner, créer, imaginer. Okay ? Tout en lui brille, rayonne, s'allume quand il est connecté à ça. Et son rêve prend de plus en plus forme, et à tel point qu'un jour, il décroche son premier job dans un studio d'animation. Et là, pour lui, c'est l'autoroute du kiff. Tout est trop bien. Le seul problème, c'est qu'après quelques semaines, il est viré de son job. La raison? Le manque d'imagination. Et je ne vous fais pas un petit dessin, mais manquer d'imagination quand on bosse dans un studio d'animation, c'est pas une super nouvelle. Okay, entendons-nous. Le seul truc, c'est que là où la plupart d'entre eux auraient abandonné, ce jeune garçon, ça va lui donner un électrochoc qui va changer sa vie et la vôtre. À partir de cet instant, il va dédier suffisamment d'énergie, de rage, de talent, parce qu'il est convaincu qu'il y a au fond de lui un rêve qui est suffisamment important pour qu'il y dédie toute sa rage. Et le fait qu'un jour, ce jeune garçon-là, il ait fait ce choix-là, pour les parents dans la salle, ça a sauvé la plupart de vos mercredis après-midi. Il a créé des personnages qui inspirent beaucoup de nos enfants, ou de nous-mêmes. Il a créé des parcs d'attractions. Vous l'avez compris, ce jeune garçon-là, c'est Walt Disney.
Et moi, ce que je trouve très inspirant dans son histoire, indépendamment d'être un grand fan de ses créations, c'est que pour moi, il a changé le paradigme avec lequel je regardais les rêves. Pour moi, il a amené le rêve dans une dimension qui est autre, qui est celle de la compétence. Et qu'est-ce que ça change dans notre manière de regarder nos rêves si l'on considère que c'est quelque chose que l'on peut apprendre, développer, pour lequel on peut devenir meilleur? Et pour moi, le fait qu'il amène ça, cela nous sort de notre dualité de certains ont ce talent et d'autres ne l'ont pas. Qui est une vision très confortable et une histoire très réconfortante qu'on peut se raconter à soi-même pour justifier qu'on ne va pas y aller, en fait. Le seul truc, avec la notion de compétence, c'est qu'on commence à se responsabiliser sur à quel point c'est important pour moi et à quel point je suis prêt à m'engager vers ça. Et pendant longtemps, moi, j'ai vécu comme ça. Genre, il y a des mecs comme Jordan, comme Walt Disney, là, qui ont un truc en plus, je sais pas quoi, qui fait que pour eux, c'est simple. Et pour moi, non. Et ça m'a tenu jusqu'à une date. Cette date, c'est la date d'un début de l'histoire que j'aurais envie de vous raconter aujourd'hui. Et cette date, c'est le 10 septembre 2017. Il est 9h58, et juste au-dessus de moi, il y a la banderole d'une course de départ. Cette course, c'est l'un des ultra-trails les plus durs au monde. Il s'appelle le Tour des Géants. Le Tour des Géants, c'est une petite balade automnale de 330 km et de 25 000 mètres de dénivelé positif dans les Alpes italiennes. Un petit truc cool. Et mon histoire pourrait commencer là, ce 10 septembre. Le seul problème, si je vous racontais cette histoire-là, c'est que ça nous plonge dans un biais dans lequel beaucoup d'entre nous tombons quand il s'agit de parler de nos rêves, qui est nous mettons de l'attention uniquement sur le résultat que l'on veut atteindre. Est-ce que oui ou non j'ai couru cette course? Et donc ça nous amène sur un truc assez binaire. Soit c'est oui, je suis trop content, je fais la fête, gros câlin. Soit c'est non, je rumine. Rumine pendant longtemps. Et l'invitation que j'ai, moi, pour vous, pour aujourd'hui, c'est qu'est-ce que ça change dans notre manière de nous engager vers nos rêves si, plutôt que de mettre 100% de notre énergie à focuser sur le résultat, on a le courage d'observer un truc qui est beaucoup moins sexy et glamour. Le chemin qu'il faut pour y parvenir. Et donc, mon histoire, elle ne commence pas en septembre 2017. Mon histoire, elle commence 5 ans avant. À cette période-là de ma vie, moi, je suis un mec ultra chanceux. Je vis avec une femme que j'aime très fort, j'ai 2 jolies petites filles, j'ai un taf très cool, je l'ai trouvé tout de suite, j'ai eu des parents aimants, j'ai jamais galéré dans ma vie. Pas mal. Le seul truc, c'est qu'il y a 5 ans, malgré tout ça, il y avait un truc qui n'était pas comblé, nourri en moi. Et donc j'aspirais à, sans savoir quoi, quelque chose de plus grand. Et pour la première fois de ma vie, il y a 5 ans, on est en septembre, et j'ai une rentrée sportive sans sport. Or, le sport a toujours été présent dans ma vie. Et donc là, je me dis, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen que le sport et mon envie d'un truc plus grand puissent fusionner et me permettre de vivre un truc extraordinaire? Et donc, à ce moment-ci, la vie étant suffisamment bien faite, j'ai la chance qu'un ami, au hasard d'un dîner, lui et sa compagne viennent dîner à la maison, et il me raconte la découverte qu'il vient de faire. Il vient de découvrir un sport qui a l'air assez cool, qu'on appelle le trail, ou l'ultra. Okay. Donc le but de ce jeu-là, c'est de courir longtemps en montagne. Okay. Et donc pendant 1 heure, il me raconte à quel point c'est stylé, t'es tout seul, face à toi-même, les paysages sont sublimes, il n'y a pas grand monde, c'est pas genre courir un marathon à Paris, quoi. Je l'ai fait, donc je sais, mais bon, courir à 40 000, bref. Et donc, il me parle de ça pendant 2 heures. Ils partent du dîner, ma femme referme la porte derrière eux, elle se retourne vers moi, comme souvent elle avait vite compris, elle me dit « Je sais, ça t'a plu ». Comme souvent dans ma vie, elle avait tout à fait raison. Le seul truc, c'est que ma femme n'imaginait pas à quel point ça m'avait plu. Moi, je suis un bon abruti quand il y a quelque chose qui me plaît. Vous savez, je suis le genre de gars là, qui va s'engager. Donc, je vais lire tout ce qu'on peut lire. Je vais acheter tout le matos qu'on peut acheter. Jamais couru une seule fois en montagne, mais je suis équipé Salomon de la tête aux pieds. Okay, et je m'y engage pleinement. Et donc, je rappelle mon pote. Je lui dis ah, mec, ça a l'air stylé quand même, ce petit truc. Comment on fait pour devenir meilleur à ça? Et donc, étant donné qu'on a tous les deux un ego aussi fort l'un que l'autre,
on commence à dire ouais, peut-être que 30, c'est pas vraiment pour les bonhommes, c'est un truc, faut plus gros quoi. Ok, donc on commence à regarder plus gros. Et puis là, on rentre dans cette dynamique très saine de bah mec, si tu t'inscris, je m'inscris. Et donc là, démarre cette course à la surenchère. Jusqu'au jour où il va me partager cette vidéo qui va changer quelque peu les 5 prochaines années de ma vie. Après cette petite vidéo d'intro, se suit un documentaire d'1h30 sur cette fameuse course-là, qu'on appelle le Tour des Géants. Et donc, au sortir de la course, au sortir du reportage, on a le descriptif de la course. Donc, je ne vais pas vous faire l'affront de vous épeler tout ça, mais en quelques mots, il présente, comme je vous le disais, cette petite balade dans les Alpes italiennes. Donc le deal est simple. Au moment où on prend le départ, il y a 700 coureurs, il y en a à peu près 20% seulement qui vont finir, et il y a 330 bornes à couvrir, 25 000 mètres de dénivelé positif. Grosse maille, ça fait 3 Everest à peu près. Et on a 150 heures pour couvrir ça, seul. Voilà. C'est réjouissant. Le seul problème, c'est qu'au moment où j'envisage ça, moi, la plus grande distance que j'ai parcourue, c'est un marathon de Paris. Donc on est loin des 300 bornes. Et puis alors, le dénivelé à Paris, c'est pas la marque de fabrique. Ok. Malgré ça, je vous ai dit la nature de la relation avec cet ami et la capacité qu'on a à s'engrener dans des conneries absolues. Donc il dit, bah mec, 1000 € le dossard, je le prends si tu prends. Un coup d'un mec s'est passé. Et une fois inscrit, se pose la question de comment on prépare ça? Moi, jusqu'à présent, le max que je pouvais faire, c'était 2 sorties de 10-12 bornes dans les buttes Chaumont. J'étais déjà solide pour moi comme coureur. Donc là, se pose la question de comment on fait ça, en fait. Et puis, je commence aussi à découvrir que, en envisageant ce genre de course, ça pose des questions comme bah, moi, j'aime beaucoup dormir. Or là, pour le faire en 150 heures, je ne vous cache pas qu'on ne fait pas des nuits de 8 heures tous les jours. Okay. Se pose aussi la question de comment on s'entraîne pour être capable d'encaisser 25 000 mètres de dénivelé en 6 jours. C'est pas avec les 12 mètres de dénivelé positif du Butte-Chaumont ou de Montmartre là que je vais être prêt à faire ça. Bon an, mal an, je commence quand même une préparation. Et si je suis hyper honnête, c'est une préparation qui est beaucoup plus au talent qu'à la structure. Okay. Je ne suis pas un monstre d'organisation. Et donc, j'avance comme ça, pendant 6 mois. Je cours 3, 4, 5 fois par semaine à Paris. Et au bout d'un moment, en bon agiliste, je me dis, ben, ce serait peut-être cool quand même que la première fois que je cours en montagne ne soit pas pour le tort, en fait. Ce serait un truc pas trop débile que de checker avant où j'en suis. Et donc, commence le truc de, ben mec, choisis une course de préparation. Et donc, me voilà à envisager une course en Ardèche. Et après 6 mois de préparation, je suis sur la ligne de départ de cette course en Ardèche, là. Et je suis pris entre l'excitation de démarrer et un peu... Mec, qu'est-ce que tu fous là? C'est les deux qui vivent en moi. Et donc, le départ est donné, et dans les premiers kilomètres, je vole. Mes montées sont incroyables, je double beaucoup en descente, je cours hyper vite, les jambes vont bien, le mental est là, la météo est sublime. Et là, je commence à avoir des narratifs dans ma tête comme ah, « Tu vois, Tom, tu t'en faisais toute une montagne et tout, sans jeu de mots. Ça va le faire, en fait, tout va bien. » L'histoire du mec qui, dès son premier trail, survole la course et passe la ligne en premier aurait pu être hyper cool à raconter en conférence. Évidemment, c'est pas ça qui va se produire. Au bout de 20 bornes, la montagne a cette capacité implacable à ramener les petits prétentieux comme moi à la dure réalité de ce que ça veut dire que s'entraîner. Et donc, après 4 heures, je vais exploser. Okay ? Je vais tout avoir. Insolation, vomissement,
crampes, hallucinations, bref, la totale. Si bien qu'au bout d'un moment, arrive un monsieur derrière moi qu'on appelle le coureur balai, qui est là pour rattraper tous les déchets, vous savez, sur la course. Les mecs qui se sont perdus complètement en s'inscrivant ici. Et qui me dit, bah mec, si tu finis derrière moi, c'est l'abandon. Donc bon an, mal an, j'essaie de suivre, mais je suis à des années-lumière de l'avant-dernier. Si bien qu'au bout d'un moment, mes parents, à qui j'avais demandé de venir m'aider pour faire la voiture retour, parce que je présumais quand même que j'allais avoir du mal à conduire, ils sont tellement inquiets qu'ils font le chemin dans l'autre sens, en partant de l'arrivée, pour s'assurer que je ne suis pas mort dans un ravin. Donc, au final, en rampant, j'arrive quand même à passer la ligne. Autour de moi, tout le monde est arrivé depuis 3 heures. Les mecs sont douchés, ils boivent un coup, certains sont déjà rentrés chez eux, et moi je passe juste maintenant. Là, on pourrait se dire, la coupe est pleine. Eh bien non. Parce que le speaker de la course, qui est en train de remettre la coupe au gagnant sur la scène, me voit arriver. Et il se dit, ce mec-là, il n'a pas vraiment compris. Je pense que ce serait cool de le faire venir sur scène pour lui demander. Et donc, hyper chou, il demande au vainqueur de venir me récupérer et de me faire monter sur scène. Donc, tant bien que mal, je monte les 3-4 marches, qui sont pour moi à ce moment-là un supplice, pour monter en haut de la scène. Et donc, il met son bras autour de mon épaule et il me dit alors Thomas, c'était comment ? Ben mec, j'ai la gueule d'un gars qui n'a pas dormi depuis 8 jours, j'ai plus de pieds, plus de genoux, je suis là des heures après l'avant-dernier, à ton avis, c'était comment ? Il est très chou, il me met une tape amicale, il me donne rendez-vous l'année prochaine. Mais ce qui s'est passé là, sur ces terres ardéchoises, mine de rien, ça va changer significativement la manière dont j'envisageais mes rêves. Pour une raison simple, c'est que j'en étais arrivé à un constat assez violent, qui était que je rêvais mes rêves. J'étais un mec trop fort pour expliquer à qui voulait bien l'entendre à quel point c'était stylé ce que j'allais faire. À quel point cette course était incroyable, à quel point, oui, c'était en dehors de ma zone de confort, oui, je suis un mec qui s'engage pour ce qui est important pour lui. Le seul problème, c'est que 40 bornes, déjà, c'était trop pour moi. Et donc, cette gifle-là que j'ai prise en Ardèche, elle m'a permis de me rendre compte, d'identifier avec plus de connaissance, de finesse, qu'est-ce qui se jouait pour moi quand j'étais connecté à mes rêves. Et donc, ça m'a permis d'identifier 2 choses qui sont, de ma perspective, structurantes, qui sont les 2 grandes phases par lesquelles chacun d'entre nous passe lorsqu'il s'agit d'avancer vers ses rêves. La première de ces phases, c'est une phase qui est trop cool, que j'appelle dans le bouquin la phase de kiff, qui est, vous savez, cette sensation quand vous avez un nouveau truc qui vous fait envie, ça paraît fluide, simple, évident. Tout en vous est animé par ça, vous avez plein d'énergie, plein de motivation. Cette phase de kiff, elle est indispensable pour tout rêve, tout projet, tout élan. Elle est indispensable parce que c'est elle qui va nous fournir suffisamment d'énergie pour ce que, lorsque ça va commencer à galérer, et spoil alert, ça va être le cas, ben on ait quelque chose en nous sur lequel on peut se reposer pour aller au-delà. Donc évidemment, cette phase de kiff, elle est indispensable. Le seul problème, c'est que la plupart d'entre nous, on aime tellement cette phase-là. Elle est trop confortable, c'est tout doux, c'est trop bien, notre rêve il est immaculé, pour une simple et bonne raison. On a peur de le confronter à la dure réalité. Et après avoir fini cette phase de kiff, pour moi c'est indispensable que d'avoir la compétence d'oser la quitter et d'aller dans une autre phase que j'avais nommée la phase de taf. C'est beaucoup moins glamour, évidemment. C'est beaucoup plus dur, évidemment. Mais pour moi, il se passe un switch lorsque l'on arrive à entrer dans cette phase-là, qui est que nos rêves ne sont plus une douce pensée qui fait beaucoup de sens dans notre tête. Cela devient des projets sur lesquels on se pose la question du comment. Tout rêve pour lequel on ne se pose pas la question du comment, c'est juste une douce illusion qu'on se raconte. C'est hyper cool, on peut se faire mousser devant des amis, mais il y a peu de chances que ça se matérialise. Et donc, fort de ce constat, je me disais, ok, probablement que ton enjeu pour te rapprocher de ton rêve de courir un jour le Tour des Géants, il ne repose pas uniquement sur ta capacité à mieux courir. Probablement que ton rêve est une telle sortie de zone de confort que ça nécessite de travailler sur bien d'autres éléments que la course en elle-même.
Et pour moi, ça a été un apprentissage hyper fort. La plupart d'entre nous, encore une fois, ne regardons nos rêves qu'au travers du prisme du résultat que l'on veut atteindre. Et donc, ça limite drastiquement les leviers qui sont à notre disposition pour les accomplir. Et donc, fort de ce constat-là, je me suis posé la question de à quoi ça ressemble que de devenir meilleur, non pas juste à mieux courir, mais à mieux rêver. Et en bon agiliste, je me suis dit, c'est quand même cool qu'il y ait une méthode qui vienne soutenir ça. Et donc, je me suis mis à réfléchir pendant plusieurs mois à l'élaboration de la méthode qui, pour moi, ferait sens pour me rapprocher de mon rêve. Et cette méthode, je l'ai appelée la constellation. Cette méthode, en fait, elle part du principe de, un jour, avec ma petite fille, on regardait le ciel et puis je lui expliquais le concept de plusieurs étoiles qui font une forme. Et donc, ma fille ne comprenait pas que, pour elle, quand elle voit la grande ours, elle voit juste une étoile, et puis une étoile, et puis une étoile. Et évidemment, si on prend les étoiles unitairement, rien ne fait sens. En revanche, si on est capable de dézoomer un peu et de l'amener à voir ce qui se joue dans son ensemble, alors on voit la casserole, et alors tout fait sens. Et l'invitation que j'ai, moi, pour vous, et qui m'a été très utile, c'est ça l'invitation derrière la constellation, c'est, je crois que ça a énormément de valeur de développer chez nous la capacité d'identifier toutes les étoiles qui constituent la constellation de vos rêves. Et plus on est capable d'identifier d'étoiles, plus on a à notre disposition différents leviers qui maximisent nos chances de nous rapprocher de nos rêves. Encore une fois, je coach beaucoup de personnes sur cette thématique-là, et moi je suis halluciné à quel point, derrière un projet de création de bouquins, ça ne suffit pas de juste bien écrire. Derrière un projet de création d'une boîte, ça ne suffit pas d'être un monstre en stratégie. Et derrière un projet de « je veux devenir conférencier », ça ne suffit pas de juste bien parler. Encore une fois, les rêves vont venir tellement chatouiller nos habitudes, notre confort, que ça va nous inviter à devoir travailler des choses qui vont bien au-delà du domaine dans lequel ils se situent. Et donc, me voilà parti à réfléchir sur « ok, si ton rêve de tordre des géants ne se résume pas uniquement à bien courir, qu'est-ce qu'il y a d'autre dedans ?» Et donc, dans cette constellation, j'ai cherché à identifier les thèmes qui soutiennent ce rêve-là. Et plutôt que de vous les donner un peu en mode bon professeur, là, je vous propose d'écouter un mec qui a fait quand même 2-3 trucs que je trouve pas trop mal en matière de sport et que je trouve assez inspirant. Et pour éviter que vous ne vous endormiez, ce que je vous propose, c'est d'être assez attentif, parce qu'à la fin, je vais vous demander, à la lumière de ce que vous avez entendu, selon vous, ce serait quoi les grands thèmes que l'on peut retrouver dans la quasi-totalité de nos rêves? Ça va? What am I truly passionate about? What do I enjoy doing? And when you feel that way, honestly, I mean, you feel like you've never worked a day in your life. It's the most fun thing in the world. You get up in the morning excited about what you're doing. And you got to be really honest with yourself about it. If you wake up in the morning and you're dreading going to work, dude, do something else. Right. Do something else. And those are hard decisions to make. But when you make those decisions, it's a very liberating experience. And you find out that the rewards will come. How do you develop that, or where do you learn that from? Well, I think it's just a matter of what's important to you. Mm-hmm. What's important to you for whatever reason. You know, I felt like I didn't feel good about myself if I wasn't doing everything I could to be the best version of myself. If I felt like I left anything on the table, it would eat away at me. I wouldn't be able to look myself in the mirror. So the reason why I can retire now and be completely comfortable about it, because I know that I've done everything I could to be the best basketball player I could be. Donc, question. Selon vous, ce serait quoi? Petit indice, il y en a deux. Ce serait quoi les deux grands thèmes qui sont structurants pour la quasi-totalité des rêves qu'un être humain peut formaliser? Passion. J'aime bien. Quoi d'autre? Comment? Travail et passion. Cool. Il y avait d'autres idées? Merci. Dépassement de soi. Savoir écouter ses désirs. Trop bien. Motivation. Et sens des priorités. Pas mal ça. Ok. Je vous arrête là.
Pour moi, c'est très juste tout ce que vous évoquez. Et je me suis posé la question, je faisais le même constat que vous, et je me disais, c'est quoi les thèmes un peu chapeaux qui auraient la capacité de regrouper tout ça? Et moi, j'en suis arrivé au constat qu'au final, il y a deux grands thèmes qui émergent toujours. Et ces deux grands thèmes, moi, je les ai appelés, d'une part, l'être, tout ce qui nous concerne, nous, en tant qu'êtres humains, nos peurs, nos désirs, notre motivation, ce qui nous drive, nos passions, etc. Et d'autre part, le faire. L'action, la mise en mouvement, la priorisation, l'organisation, etc., etc. Et plus j'ai avancé dans ces travaux-là, et plus j'accompagnais des gens, plus je me rendais compte que, naturellement, et je vous invite à faire l'exercice maintenant, chaque être humain est plutôt à l'aise dans l'une ou l'autre de ces deux thématiques. Il y a des gens qui sont hyper à l'aise pour avoir des longs temps d'introspection, se questionner longuement sur ce qui fait du sens pour eux, ce qu'ils ont envie d'accomplir, vers quoi ils se destinent, etc. Et il y a d'autres personnes pour qui c'est l'inverse. Eux, ce qui les nourrit, ce dans quoi ils s'épanouissent, c'est l'action, la mise en mouvement. Presque peu importe pourquoi. Le seul problème, c'est que si on passe son temps à se questionner, c'est sûr qu'on a de la clarté sur ce qui nous anime, mais peu de chances que notre vie devienne le reflet de ces envies-là. Et de même, si on passe notre temps à agir, peu de chances que, à la fin du jeu, on ait vraiment accompli ce qui faisait du sens pour nous. Et donc, moi, j'en suis arrivé à ce constat-là. Non, on n'a plus envie de te entendre. D'ailleurs, je suis convaincu que si on travaille le faire, on est capable d'avancer très fort. Et si on travaille l'être, on est capable d'avancer de manière très alignée. Et selon moi, et c'est là qui fait la capacité des gens qui ont, de ma perspective, le pouvoir de se rapprocher de leur rêve, c'est ceux qui ont la capacité de combiner les deux. Avoir l'honnêteté envers eux-mêmes de se dire, c'est ça qui fait du sens pour moi, et la capacité presque logistique de faire de la place dans leur vie pour que ça se matérialise. Et spoil alerte, ces gens-là, on en côtoie peu en fait. Et c'est ça qui les rend si rayonnants, lumineux, etc. Ça va jusque-là? Trop bien. Et donc, juste en termes d'exemple, moi je me suis posé la question de, ok, concernant mon rêve à moi de courir un jour le Tour des géants, ça ressemble à quoi les thématiques d'être et de faire que j'aurais besoin de bosser? C'est simple. Sur l'être, moi je suis un mec qui a un rapport très particulier avec la notion de perfection. Et donc c'est clair que quand je m'engage sur un truc aussi complexe que ça, je ne vais pas faire l'affront d'expliquer ça en plus à des agilistes dans la salle, c'est clair que nécessairement je vais devoir rabaisser mes critères de perfection si je veux avoir des chances d'avancer dans cette direction. Et donc je me rends compte que travailler ce rapport à la perfection est au moins aussi important pour réaliser mon rêve que d'être fort à courir en montée. Je me rends compte aussi que je suis un énorme flemmard. Et donc, lutter contre ma procrastination et me mettre à courir plutôt que de m'allonger comme un gros porc dans mon canapé, c'était au moins aussi important que la capacité à courir longtemps. Et pareil pour le faire. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, moi je suis un mec qui m'entraîne plutôt au talent qu'à l'orga. Le seul truc, c'est que pour courir 300 bornes, ça ne va pas suffire le talent. Et donc je me suis dit, tiens, par exemple, est-ce que l'agilité serait un bon moyen pour me structurer, pour avancer vers cet objectif? C'est long, c'est complexe, il y a beaucoup d'incertitudes et d'inconnus, là, je ne vais pas vous faire l'affront de vous expliquer ça. Et donc me voilà à essayer de scrummer ma préparation pendant 5 ans, chose que j'ai faite. Et donc, vous voyez que là, ce qui est intéressant, c'est que plus on fait ce travail, plus on rentre dans des discussions qui ne sont plus de l'ordre de « est-ce que oui ou non, un jour, je vais finir le tort ?» qui est un genre de question inaccessible, qui est très binaire, oui-non, mais qui nous déresponsabilise complètement. Mais ça nous fait rentrer dans une dynamique qui est beaucoup plus de l'ordre de « est-ce que toutes ces petites actions que je sais être capable de mettre en place, j'ai suffisamment d'honnêteté vis-à-vis de moi-même pour qu'elles prennent de la place dans ma vie ?» Et là, ce qui est cool, c'est que d'un coup, on passe d'un truc du genre, on lance la pièce d'un côté, est-ce que oui, non, je vais y arriver, à, mec, est-ce que tu vas suffisamment te bouger pour y arriver? Et je trouve qu'il y a un côté beaucoup plus responsabilisant, et c'est ça l'invitation derrière la constellation. Décomposer nos ambitions les plus folles en plein de petites thématiques pour maximiser les chances de réaliser nos rêves. Ça va? Ok. Et donc, à présent, on en revient à là.
Cette fois-ci, on est vraiment le 10 septembre 2017. Il est vraiment 9h58. Et je suis vraiment sous cette arche-là où il y a marqué « départ ». Et c'est particulier, le Tour des Géants, parce que vu que c'est une boucle qui part de Courmayeur et qui revient à Courmayeur, c'est qu'on voit l'arrivée juste à côté. Sauf qu'on sait qu'au mieux, on la revoit dans, vu que je ne suis pas un champion, moi, dans 130, 140, 150 heures, au mieux, si jamais on la revoit. Et puis, à côté de nous, on a tous ces mecs-là, on est 700, et ces femmes d'ailleurs, pardonnez-moi, et on se dit que sur les 700, là, il y en a probablement que 120 ou 130 qui vont aller au bout. Donc là se pose la question de « Ah, lui, il m'a pas l'air hyper fort. Non, mais lui, elle, à mon avis, elle va craquer, etc. » Bref. Et donc, vient le décompte fait par les organisateurs. Et là, c'est un moment de grosse pression et de beaucoup d'émotions. Sans avoir la prétention de dire que ce sont des Jeux Olympiques, etc. Mais mine de rien, pour moi, c'est la conséquence de 5 ans de travail. Pendant ces 5 années, mine de rien, je courais entre 200 et 240 km par semaine. Je faisais entre 7 et 10 000 mètres de dénivelé positif par semaine. Donc, ça prenait un peu de place dans ma vie. Un peu beaucoup, dirait ma femme, mais ça prenait pas mal de place. Donc, c'est un moment chargé en émotions parce que se pose la question de est-ce que tout ce travail va à payer ? Et donc, je vois des gens qui sont hyper détendus, hyper relax et tout, et moi, je suis stressé à mort. Pour une simple raison. Moi, j'ai trop peur de me péter une cheville au départ. Je me dis juste, imagine le truc, mec. Tu fais chier toute ta famille pour qu'ils puissent t'aider, pour qu'ils puissent machin, et tu t'entraînes pendant 5 ans. T'es parti pour 330 km et kilomètre 2, tu te flingues la cheville sur un trottoir de Courmayeur. C'est pas hyper glorieux. Autant abandonner au 250e percute-clamp sous la pluie, etc. Il y a un truc un peu romanesque. Autant tout seul, sans une goutte de sueur, là, au tout début. Bref. Donc, pendant les premiers kilomètres, je cours comme ça, littéralement, parce que ma seule hantise, c'est ne te flingue pas la cheville. Et donc, nous voilà partis. Ce qui est assez cool avec le Tour des Géants, c'est que les distances sont tellement longues et il y a finalement assez peu de coureurs que très vite, on est seul. Et donc, les premiers kilomètres vont plutôt pas mal. Je me sens plutôt bien. Ça avance correctement. Et puis, après 30 heures d'effort, apparaissent les premiers symptômes qui sont douloureux pour moi. Comme beaucoup de coureurs, pour moi, ce sont des maux de ventre. Parce qu'évidemment, pendant 150 heures, la seule chose qu'on va faire, c'est boire beaucoup, environ toutes les quarts d'heure, 20 minutes. Et puis, on ne va pas pouvoir manger autre chose que des pâtes ou de la soupe. Okay ? Donc, pendant une quinzaine d'heures, j'ai des maux de ventre vraiment violents. Et surtout que c'est amplifié avec le fait que, pour rajouter au folklore de la course, les organisateurs ont décidé de l'organiser à la période la plus exigeante en termes de climat de l'année. C'est-à-dire qu'à ce moment-là de l'année, on peut avoir 40 degrés en pleine, en journée, et on peut avoir un petit moins 10, moins 15, pluie fine, neige à 3002 d'altitude en pleine nuit. Un bonheur, évidemment. Et donc, ce qui est violent, c'est que, de fait, mon mal de ventre, il est accentué par le fait que l'eau dans mon sac commence à geler. Et donc, je ne vous fais pas un dessin, mais boire de l'eau gelée quand il fait déjà moins 15, le ventre, il n'est pas hyper fan. Et vu que les ravitaillements sont assez rares, on a assez rarement l'opportunité de manger de la soupe chaude, qui a pour vertu de détendre le ventre. Donc les premiers kilomètres, là, ils sont beaucoup marqués par ça. Joie, bonheur, comme on peut dire. Et donc, malgré ça, je continue d'avancer, avec le fait que mon corps commence à prendre ses marques, les maux de ventre disparaissent. Et puis, assez vite, c'est les hallucinations qui vont prendre le relais, parce que notre corps a une capacité... qui prend entre 48 et 72 heures pour s'habituer à un nouveau rythme. Et donc là, il faut qu'ils comprennent juste que la petite nuit de 8 heures au chaud sous la couette, là, ça ne va pas être le projet de la semaine. Et donc, on doit plutôt fonctionner avec des petits temps de sieste de 15-20 minutes, ce qui fait qu'au final, sur la semaine, j'aurais dormi 4h30. Donc forcément, c'est un nouveau rythme à prendre. Et donc là, gentiment, je commence à délirer, en fait. Je commence à appeler ma femme, et puis ma femme, elle me dira après la course, je ne comprenais pas un mot de ce que tu me disais. Je commence aussi à avoir des trucs où je sors du sentier, et heureusement, c'est un coureur qui a la gentillesse de venir me rechercher, parce que je délirais et j'étais en train de partir dans la forêt, alors que le sentier de la course était à un autre endroit. Bref. Donc ça m'accompagne, je dirais, les 100-120 premiers kilomètres. Et puis, après arrive le deuxième cycle, où là, mon corps commence à prendre ses marques, il commence à comprendre ce qui lui arrive un peu et qu'il va devoir s'habituer, bon an, mal an. Et donc, j'arrive gentiment à la mi-course. Et la mi-course, c'est un endroit cool, on a une base de vie.
Les bases de vie dans ce genre de course, c'est l'endroit où on peut se faire masser, où on peut voir un médecin, on peut dormir. Il y a des pseudo-lits de camp. Dormir, c'est un bien grand mot. Se reposer, du moins. Et donc, j'arrive à cette course, à cette base de vie-là. Et c'est un endroit qui est dans un village et qui est réputé parce que tous les mecs du coin viennent voir un peu ce qui s'y passe. Et donc là, j'ai la chance d'avoir les lumières de locaux. Et donc moi j'arrive, objectivement je ne suis pas dans un état de fraîcheur, après 150 bornes là, je suis déjà à peu près à 60 heures de course, je ne suis pas méga frais. Et là pour autant il y a un mec du coin qui me dit « Ah bah c'est cool Jeannot, si t'es là c'est que c'était facile ». Disons que ce n'est pas exactement le regard que je portais sur la première moitié de course, et il me dit « Tout se joue là, soit tu passes les 50 prochains kilomètres et tu arrives au 200e à peu près bien, et tu as une chance d'aller au bout, soit c'est la fin ». C'est très énergisant comme pensée. Et donc, me revoilà à quitter cette base de vie du 150e kilomètre avec la conviction que tout se joue là. Et c'est le passage le plus exigeant du Thor des Géants, puisque là, on enchaîne 3 cols à plus de 3400 mètres d'altitude. Et là, les conditions, à croire que la vie avait envie de me faire galérer, les conditions sont dantesques. Donc là, on a moins 20, moins 22. Il commence à avoir une limite pluie neige. Et on est tout seul. Où je suis tout seul. Donc c'est une expérience quand même assez particulière que de se retrouver dans une nuit noire absolue, où il n'y a pas une lumière à l'horizon, et où il n'y a pas de réseau, et il fait moins 22, l'eau de mon sac est gelée. Et là, je commence à être vraiment dans un état de fatigue qu'on pourrait qualifier de très avancé. Et donc là, je rentre dans un truc de « j'ai du mal à m'alimenter, c'est très compliqué pour toi de perdurer », et je me pose la question de « est-ce que je ne devrais pas me reposer ici ?» Sauf que pour la première fois de ma vie, je me dis, mec, si tu te reposes là, et que tu t'endors, pas sûr que tu te réveilles. Et je vous avoue que c'est une émotion assez particulière à ressentir. Et donc, je me dis, mec, pas le choix, il faut continuer. Et donc, j'arrive, bon an, mal an, à avancer tant bien que mal, et vont survenir les premiers pépins, ampoules, syndrome de l'essuie-glace. Quand on court trop longtemps en descente, au bout d'un moment, les genoux commencent à morfler, etc. Fatigue absolue. Et je me souviens de cet épisode-là qui a failli marquer un tournant dans mon Thor des Géants, qui est, j'arrive dans un refuge, et là, je suis épuisé. Vraiment, je n'en peux plus du tout. On est au 220e kilomètre. Il fait moins 20 dehors, et c'est un refuge en altitude. Et là, j'arrive, et je vois un lit, je me jette dessus. Et là, je commets l'erreur qui a failli me coûter mon Thor, puisque je m'endors habillé. Et donc je me couche trempé en fait, parce qu'il pleut dehors. Et donc je vous invite à voir, je me réveille 20 minutes après, et là je claque des dents alors qu'il fait 30 degrés dans le refuge. Et là le mec me dit, viens vite, couverture de survie, etc. Et là j'arrive plus à rien faire, je peux plus manger, etc. Et au bout d'un moment, le bénévole va probablement faire quelque chose qui va sauver mon Thor. Il se met à genoux devant moi, et il me dit, je sais que tu vas pas aimer ce que je vais te dire, mais je suis obligé de te demander si tu veux me rendre ton dossard et t'arrêter là. Et là, pour moi, en une fraction de seconde, il y a un truc de genre « no fucking way ». Tu vois, ça ne peut pas se passer comme ça. Et donc, d'un coup, je commence à manger beaucoup, je mange beaucoup de pâtes. C'est comme si chaque assiette me rapprochait. Et d'un coup, je remets mes vêtements, on les avait mis près de la cheminée. Heureusement, ils sont à peu près secs. Bref, je repars. Et là, je me dis, je remets un pied dehors, donc la dure réalité, il fait moins 20 dehors, ça va pas changer, hein, c'est pas parce que je suis chaud que ça va pas changer. Et là, je me dis, si je repars pas cash, c'est fini. Et donc, je me dis, je mets un chrono sur ma montre, pendant les 5 prochaines minutes, tu cours. Même si ça monte, même si, etc., etc. Et donc là, d'un coup, je me mets à courir tout seul dans la montagne, là, alors que ça monte de ouf. Je pense à la tête du mec qui, il y a 10 minutes, me voyait à moitié mort, et là, qui là, d'un coup, me voit courir n'importe comment. Bref, j'arrive à avancer. Et de fil en aiguille, on en arrive à un moment qui est assez stylé, qui est, après 143 heures, on arrive dans le dernier col, et en bas de ce dernier col, c'est Courmayeur. Donc là, à part si je suis un abruti et que je m'explose dans le dernier col, normalement, il y a moyen que je voie la ligne. Et je voulais juste partager ce petit moment avec vous.
Et là, c'est cool. C'est cool pour une simple raison, c'est que moi, pendant ces longues heures de marche seule en montagne, bah forcément, c'est l'occasion de beaucoup réfléchir. Et ça m'a beaucoup fait réfléchir justement sur cette notion de rêve. Et ça m'a amené à cette chose de à quoi ça sert, en fait, nos rêves. Et j'en suis arrivé à la conviction absolue que ce ne sont certainement pas une finalité, un objectif à atteindre. Pour moi, les rêves, c'est juste une stratégie que notre corps a de nous rappeler ce qui est fondamental pour nous de vivre ici. C'est un moyen de nous pousser autant que possible et aussi longtemps que c'est nécessaire de « mec, oublie pas, c'est ça qui te fait vibrer, en fait ». Et donc, pour moi, les rêves, c'est pas juste un truc qu'on coche sur une case de « tiens, j'ai fait le tour du monde, etc. » Le rêve, c'est une manière pour nous d'être curieux de « c'est quoi nos besoins les plus fondamentaux ? C'est quoi les trucs qui nous font le plus vibrer ? C'est quoi les trucs qui nous rappellent que hey, c'est peut-être pour ça qu'on est là, pendant cette vie d'humain-là » Et ouais, moi, je suis beaucoup reparti avec ça. À quel point développer une forme de curiosité sur nos rêves, c'est développer une forme de chance de se rapprocher de ce qui est vraiment important pour soi. Et puis, avant de vous quitter, j'avais envie de partager ça avec vous. Moi, je me rappelle du jour où j'ai annoncé à ma maman que j'allais courir cette course-là. Et ma maman, c'est une personne qui m'aime très fort et qui prend très soin de moi. Et donc, la première chose qu'elle m'a dite, lorsque je lui ai annoncé ça, et ça a été frappant pour moi, elle m'a dit « Tom, c'est déraisonnable de faire ça. » Et ça m'a frappé. Et ça m'a beaucoup fait réfléchir. Et j'en suis arrivé à cette question de « Mais à quoi ça sert d'être raisonnable lorsqu'il s'agit de se rapprocher de nos rêves ?» Je suis convaincu aujourd'hui que être déraisonnable, ce n'est pas faire abstraction du fait que, évidemment, nos rêves sont difficiles, évidemment qu'ils sont ambitieux, évidemment qu'ils sont une sortie de zone de confort, bien entendu. Mais pour moi, être déraisonnable, c'est ne pas faire abstraction de ça. C'est accepter qu'il y a ça et accepter d'écouter une part en nous qui est plus grande, qui rêve à plus de choses et qu'on est prêt à écouter et à suivre. Et moi, ça m'a beaucoup accompagné depuis et ça m'invite aussi à challenger, questionner notre rapport à la raison lorsqu'il s'agit de se rapprocher de nos rêves. Et puis, il y a autre chose que j'avais envie de vous partager. Moi, je suis convaincu que plus de déraison lorsqu'il s'agit de nos rêves, ça nous rapprocherait d'une société où les rêves auraient une place plus grande. Je vous invite à vous rappeler du sondage qui s'est passé il y a quelques minutes. Selon moi, ça illustre à quel point ils ont une place assez faible dans nos existences. Et moi, ça me questionne. À quoi ressemblerait le monde et nos vies si chacun de nous devenait meilleur à réaliser ses rêves? Et pour conclure, je vous demanderai juste de prendre un tout petit instant. Je vous invite à penser à des personnes qui vous sont chères, à votre conjoint, à votre conjointe, à vos enfants, à votre famille, à vos amis. Je vous invite à vous projeter dans à quoi ça ressemble pour eux, pour vous, si vous les voyez réaliser leurs rêves. Qu'est-ce qui se passe pour vous au contact de ça? À quoi ressemblerait leur vie? À quoi ressemblerait la vôtre? Et évidemment, ça m'amène à envisager à quoi ressemblerait le monde si chacun de nous avait la capacité de faire ça. Moi, c'est dans ce monde-là que je rêve que mes deux petites filles grandissent, et vous. Merci beaucoup. Donc, je crois qu'on a encore 5 minutes pour prendre des questions, s'il y en a dans la salle. Yes. Alors, j'ai en fait 2 questions. Une rapide. Votre pote, du coup, il vous a accompagné ou pas? J'espère qu'il n'écoute pas le stream. Oui, et il a abandonné. On est parti ensemble, mais il n'est pas allé au bout. Mais il continue et il envisage de courir la Diagonale des Fous dans l'année qui vient. Ok, très bien. C'est un bon taré aussi. Et la deuxième, c'est comment vous avez su comment décomposer pour vous organiser, votre préparation, voilà, comment vous avez fait cette décomposition pour arriver à l'objectif? Ouais. Là, je dois dire que c'est un peu la chance c'est un peu des formations professionnelles.
Je suis coach agile et puis je coach aussi beaucoup d'entrepreneurs et de dirigeants sur les rapprocher de ce qui fait vraiment sens pour eux. Donc en fait, je me suis rendu compte que c'était des problématiques auxquelles mon quotidien me confrontait. Donc pour moi, c'est assez, comme pour beaucoup peut-être d'entre vous dans la salle, c'est assez naturel de décomposer un processus complexe en plein de petits processus plus simples. Et aussi, mon quotidien, c'est d'accompagner des gens à faire de la place sur ce qui rayonne pour eux, ce qui fait du sens. Donc même si c'est plus dur pour soi, je voyais qu'il y avait une appétence et une forme de compétence dans ces réflexions-là. Ça répond ? Ouais, comme je te l'ai dit, pour moi, j'ai scrummé ma préparation. Donc, j'ai pris un PO de préparation d'Ultra Trail. J'ai fait Scrum on a fait 36 sprints, je crois, d'un mois. Bref, j'avais un backlog, j'avais des sprints backlog, etc. Donc ça, c'est un des exemples concrets. L'autre chose aussi, c'est j'ai beaucoup travaillé sur ma procrastination. Donc j'ai travaillé à l'identification de déclencheurs de ce qui faisait que je ne me mettais pas en flemme et que je me mettais plutôt en mouvement, avec des trucs très concrets comme ma tenue de sport était au pied de mon lit, ou dès que je me levais le matin, je disais à mon chien qu'on allait courir, comme ça elle était comme une folle et après j'avais pas le cœur de lui dire non en fait, tu vois. Et donc pour moi c'est plein de petites stratégies qui sont bien plus simples que est-ce que je vais courir le Thor, mais mis bout à bout, ça a grandement contribué au fait que je puisse prendre le départ de la course. Bonjour, merci pour cette présentation. Je suppose que ce n'était pas le seul rêve que vous aviez. Alors, comment on priorise quand on a plein de rêves, justement, en plus de la vraie vie? Et est-ce qu'il reste quand même des choses qu'on finalement continue de faire, même si on n'est pas passionné, parce que c'est la vie? C'est une grosse question, ça. Elle est cool. Juste sur la dernière... Évidemment qu'il n'y a pas que des choses qui me font vibrer dans mon quotidien. Ce que j'essaye le plus, quand même, c'est d'avoir une forme d'hygiène et d'honnêteté vis-à-vis de moi-même sur à quel point je suis aligné avec le fait que ça prenne de la place dans ma vie. Ce qui est compliqué pour moi, c'est lorsque la plupart d'entre nous subissons des choses qui ne sont pas cool. Et donc moi, très régulièrement, j'essaie de me poser la question de, sur les 2 prochains mois, à quoi vont ressembler mes quotidiens et à quel point je suis aligné avec le fait que ça prenne de la place dans ma vie. Et, ouais, donc ça, je le fais assez souvent. Et comment on priorise les rêves? Waouh, c'est une super belle question. Et en fait, ce que je trouve, moi, là-dedans, c'est que je challenge souvent les gens que j'accompagne sur à quel point c'est une stratégie de fuite, ça. Ouais, mais moi, Thomas, tu sais, j'ai tellement de rêves, etc.